Lundi 28 mars 1898. Il est un peu plus de 5h30 du matin quand Arthur Bénestier, jardinier de 19 ans, vient chez la famille Leblond comme il le fait tous les lundis pour entretenir jardin et potager. En arrivant, il voit des traces de pas dans la plate-bande devant chez eux, la même où il a planté des graines quelques jours plus tôt afin de fleurir le parterre d'ici l'été. Mécontent du non-respect de son travail, il suit les traces de pas et découvre plus loin, le long de la route, que la baie a été défoncée quand quelqu'un l'a escaladée. Et juste devant, dans la terre meuble, 2 marques de genoux, la trace d'une main, ainsi que celle du canon d'un fusil, comme les gendarmes le constateront plus tard. Sur le coup, Arthur Bénestier pense à des maraudeurs, mais ne s'inquiète pas pour autant. On est à la campagne, et vagabonds et journaliers, ils sont nombreux à chercher un peu de travail, un quignon de pain, ou trouver refuge dans une grange pour y passer la nuit. Il faudra juste en informer les Leblond quand ils se lèveront à 6 heures comme tous les jours, et voir avec eux si rien ne manque dans les bâtiments. Arthur attend donc devant la porte du jardin que sonnent 6 heures à l'église du village. Mais ce matin du lundi 28 mars 1898, 6 heures passent et rien ne bouge dans la maison. Puis 6h15. Toujours aucune lumière à l'intérieur. 6h30. Arthur s'interroge. Ça ne ressemble pas au Leblond de traîner au lit. Et puis, la maison est bien calme et silencieuse pour un lundi, jour d'école pour les enfants. 7h sonne. L'inquiétude de Bénestier est à son comble. Il attend encore un peu, puis, n'y tenant plus, il passe précipitamment à la porte du jardin et toque au volet d'une fenêtre. Personne ne répond. Il frappe plus fort. Rien. Ce n'est pas normal. Pas normal du tout. Ils sont là, forcément. Arthur s'avance alors jusqu'à la porte d'entrée, dont il remarque immédiatement le carreau cassé. Il se penche pour regarder dans la pièce principale et se fige, foudroyé par l'horreur. La tuerie de Nassandre, une famille décimée. Dans ce nouveau numéro de Série criminelle, je vais vous raconter la terrible histoire d'un drame qui, à la fin du XIXe siècle, décima toute une famille dans la campagne normande. Voici l'histoire de la tuerie de Nassandre. Série criminelle, une émission concoctée, écrite et mise en son par Olivier Le Cerf. Niché dans un val aux côtes arborées, Nassandre, dans l'Eure en Normandie, est un village sans histoire d'environ 660 habitants en 1898. À cette époque, la plupart des maisons et des bâtiments de ferme ont encore des toits de chaume et des murs en torchis aux poutres apparentes. Celle des Leblond est un peu à l'écart, au nord du village, sur la route qui traverse celui-ci, à mi-chemin entre Brionne au nord et Beaumont-le-Roger au sud, distantes toutes deux de 13 kilomètres. La maison des Leblond est ce que l'on appelle une longère, uniquement en rez-de-chaussée, avec, devant, une façade en briques rouges coiffée d'un toit en ardoise. Sur cette façade, donnant sur la rue, 8 fenêtres dont une bouchée, car depuis 1798, l'État perçoit des impôts sur les portes et fenêtres, taxes qui dureront jusqu'en 1926. La face arrière de la maison, côté nord, est comme beaucoup de maisons du coin, faite de torchis et poutres apparentes entrecroisées et sans ouverture. Pour nourrir toute la famille, il y a un potager, dont s'occupe Arthur Bénestier, entouré d'une haie bien taillée par lui-même, ainsi que quelques pommiers et une pompe à eau, la maison n'ayant pas encore l'eau courante, comme pratiquement toutes les maisons du village. Autour de la propriété s'étendent des champs de culture jusqu'au coteau. Quelques centaines de mètres plus loin, en direction de Brionne, se trouve la sucrerie dont le patron Albert Bouchon a proposé à Leblond, il y a quelques mois, de s'installer dans cette maison, lui et sa famille. Parce qu'à la sucrerie, Leblond est contremaître, chargé de la culture des betteraves. Et sans betteraves, pas de sucre. Et cette industrie est la richesse de Nassandre, tout en faisant celle des Bouchons bien entendu.
cela ne fait pas longtemps qu'ils habitent cette maison. Pour les Leblond, l'avenir s'annonce radieux. Tout semble leur sourire. Une promotion importante, une maison, enfin. Une maison suffisamment grande pour y accueillir, en plus des 3 enfants, la mère de sa femme qui, à 75 ans, est impotente, atteinte d'un cancer à un œil. Désormais, ils en ont les moyens. Et qui sait jusqu'où ira Leblond dans l'entreprise. Il y a commencé dès son plus jeune âge, et Bouchon a toujours vu en lui un bon ouvrier. Travailleur, intelligent, il sait faire les bons choix, aussi bien dans les hommes qu'il fait embaucher pour le seconder, que dans les semences qu'il sélectionne pour donner de meilleurs rendements aux champs de betteraves, d'où cette ascension au sein de la sucrerie. Avant eux, elle était occupée par une femme âgée, Madame Bigard, dont on disait qu'elle possédait quelques fortunes. Ce matin du lundi 28 mars 1898, quand Arthur Bénestier se penche pour regarder à l'intérieur de la maison, ce qu'il découvre le hantera jusqu'à la fin de ses jours. Du sang partout, sur les murs, sur le sol, où sont recroquevillés plusieurs corps pêle-mêle. Effrayé, Arthur part en courant aussi vite qu'il le peut vers la raffinerie, hurlant à son époux Monet, afin de prévenir Albert Bouchon du drame qu'il vient de découvrir chez les Leblond. Quand les 2 hommes pénètrent à l'intérieur, ce qu'ils y découvrent est au-delà de l'impensable. C'est un carnage épouvantable. Il y a du sang partout, et toute la famille Leblond a été massacrée. Personne n'en a réchappé, et la maison a été complètement mise à sac. Bénestier reste là, sur le pas de la porte. Il s'effondre le long du mur. Il pleure comme un enfant, complètement anéanti. Avant-hier encore, il jouait avec les enfants, et souvent, pendant les vacances, les garçons lui donnaient un coup de main juste pour le plaisir. Des badauds, alertés par les cris et les cavalcades, commencent à arriver. On vient jusqu'à la porte d'entrée jeter un œil, repartant aussitôt en se signant plusieurs fois, horrifié par la vision insoutenable. Bouchon, lui, est retourné à la raffinerie, à 400 mètres de là, où il a fait installer le téléphone il y a peu. Bien lui en a pris. Il appelle partout. Il téléphone au parquet de Bernay, à la sous-préfecture, à différentes brigades de gendarmerie, celles de Brionne, de Beaumont-le-Roger, Bernay. Dans la matinée, les juges de paix Duplessis et Levillain Desnoyers, de Beaumont-le-Roger et Brionne, arrivent sur les lieux, accompagnés du lieutenant de gendarmerie Ramon et du sous-préfet Le Neveu. Évidemment, dans une commune aussi petite, la nouvelle du massacre s'est rapidement propagée et il y a foule autour de la maison des Leblond. Les gens s'interrogent, ils parlent, et s'avancent alors ceux qui savent ou pensent savoir. L'un d'eux s'appelle Blot. Il est paysan à Launay. Il raconte au brigadier de gendarmerie, Mézette, que ce matin, aux environs de 7h moins quart, un homme d'à peu près 25 ans lui a demandé avec insistance de lui prêter une brouette pour porter sa lourde valise et un long paquet jusqu'à la gare de Serquigny, distante de 4 kilomètres. L'homme lui a même proposé 10 francs pour le dédommager. Méfiant, le paysan a refusé, mais a proposé que son garçon vaché, le jeune André Ménil, 10 ans, accompagne l'homme pour l'aider à porter ses bagages. Le garçon a donc suivi l'homme en manteau jusqu'à la gare de Serquigny. En chemin, il parle peu, et le gamin n'est pas tranquille. Il préfère suivre l'individu que l'inverse. Il n'a pas l'habitude de fréquenter des étrangers. C'est que le jeune Ménil n'a pas beaucoup voyagé dans sa jeune vie. Il vient de l'autre bout de Nassandre, où habitent ses parents, et le plus loin qu'il soit allé est Beaumont-le-Roger, à 7 kilomètres. Et puis, l'homme est bizarrement vêtu, avec ce grand manteau trop large et ce pantalon beaucoup trop long. Aussi fait-il attention aux moindres faits et gestes de l'homme, qui, soudain, s'arrête près d'un ruisseau en bord de route, où il se lave les mains et le visage. En route, ils sont rejoints par un des amis du garçon, Jules Marchand, du même âge, qui les aide à porter les bagages. Un peu plus loin, sentant sans doute que les gamins sont sur leur garde, il propose à André une sorte de broche et des allumettes à Jules. Puis il leur montre de gros cigares belges, dont il dit que son père en est marchand et qu'il en envoie régulièrement. Il leur donne même des bonbons, que les garçons s'empressent de manger. Ce n'est pas si souvent pour eux. À la gare, il dit à André Ménil aller à Argentan.
L'homme donne 3 pièces de 2 sous au garçon, qu'il sort d'un porte-monnaie de petite fille en velours rempli d'or. Ça, et le reste, intrigue beaucoup le gamin, qui s'empresse d'en parler à son patron une fois rentré. Contact pris avec la gare de Serquigny, le chef de gare, Bézot, se souvient très bien qu'un homme dont le signalement correspond a acheté un billet pour le train de 8h15 en direction de Lisieux. Et il s'en souvient d'autant plus que l'homme s'est trompé de quai et a pris le train à contre-voie. Bézot télégraphie aussitôt à son collègue de Lisieux pour lui demander s'il n'a pas vu ce drôle de type descendre du train. Il porte une grosse valise jaune et un paquet enveloppé dans une blouse bleue. Le chef de gare de Lisieux confirme qu'effectivement, un individu portant une valise jaune et un paquet enveloppé dans une blouse bleue vient de retirer les 2 colis. D'après la fiche de la consigne, l'homme s'appelle Alphonse Caillard. Il a 27 ans et habite à Lisieux. Aussitôt, le planton de la gare, le gendarme Mariette, est envoyé au domicile du suspect. Pendant ce temps, du côté de Nassandre, on fait le rapprochement avec un autre forfait commis dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars. À 3 heures du matin, cette nuit-là, une armurerie de Brionne, à 7 km de Nassandre, a été fracturée. On y a volé 2 fusils, une carabine de salon, 2 revolvers et tout un lot de cartouches. Aux environs de 6 heures le dimanche matin, Douis, un paysan cordier, qui emmenait paître ses vaches dans un pré après la traite du matin, a vu un homme s'enfuir vers les bois de Nassandre. Un homme vêtu d'un pardessus très foncé et d'un chapeau melon. Surpris, Douis l'a un peu suivi des yeux, puis est retourné vaquer à ses occupations. Plus tard, en entrant dans une grange, il a trouvé un baquet d'eau rougi de sang. Le type était peut-être revenu s'y laver les mains après s'être coupé quelque part. Mais à ce moment-là, Douis ne sait pas encore pour l'effraction de l'armurerie de Brionne, qu'il apprend quand il prévient la gendarmerie de ces étranges découvertes. En approfondissant ses recherches, il trouve non seulement des traces de sang, mais aussi un fragment de peau humaine et une étiquette portant le numéro d'un des fusils volés. Faute de traces supplémentaires, les investigations s'arrêtent là. Nous ne sommes que dimanche matin, et le drame de Nassandre n'a pas encore eu lieu. Mais dès le lundi matin, en recoupant toutes les informations, on fait le rapprochement entre les affaires. Et si c'était le même homme? D'autant que, dans un champ, entre Brionne et Nassandre, les gendarmes retrouvent la carabine. Cela renforce les soupçons. Les 2 affaires semblent vraiment liées. Et le crime prémédité, ou tout au moins le vol. Quand le gendarme Mariette arrive chez le suspect, celui-ci est en train de défaire ses valises. L'une contient 2 fusils de faucheux démontés et des revolvers. Sur la table, le gendarme voit aussi 2 montres. Il lui dit qu'il se trompe et qu'il s'appelle Duval. Mais Mariette le connaît très bien depuis l'affaire des époux Nicolas à Auville-la-Bien-Tournée. Caillard bondit alors pour saisir un couteau, mais plus prompte, Mariette l'en empêche en se jetant sur lui. La lutte entre les 2 hommes est inégale et de très courte durée. Mariette est un solide gaillard, alors que Caillard est petit et chétif, ce qui lui vaudra même d'être réformé par l'armée. Amené à la gendarmerie, très vite Alphonse Caillard déballe tout. Il est né le 16 mars 1871 à la Madeleine de Nonancourt, entre Évreux et Dreux. Son père, Pierre Caillard, maçon, est mort en 1892. Sa mère, Éléonore Bonneville, épouse Caillard, en 1888. Il sort tout juste de la prison de Rouen, où il a purgé une peine de 3 mois et 1 jour. Condamnation datant du 7 décembre 1897, pour avoir volé 15 francs de timbre-poste à un buraliste. Il en est sorti le lundi 7 mars précédent et est retourné vivre à Lisieux avec sa compagne Louise Chevalier qu'il fréquente depuis 6 ans et avec qui il a une petite fille de 6 mois. Il confirme au capitaine être l'auteur de la tuerie de Nassandre, mais ni celle 3 ans plus tôt, en 1895, des époux Nicolas à Auville-les-Bien-Tournés, près de Saint-Pierre-sur-Dive, dans le Calvados. Meurtre suivi d'un incendie pour lesquels il avait été arrêté et jugé, mais finalement acquitté par la cour de Caen en août de la même année, faute de preuves. Le samedi 26 mars, sans argent
et ayant déjà travaillé quelques mois dans une filature de Nassandre en 1896, il part de Lisieux en disant à sa compagne Louise Chevalier qu'il va chercher du travail. Il a un plan en tête. En premier, se procurer des armes, afin de faire plusieurs coups. Et le premier, il sait déjà où. Chez la vieille Bigard, à Nassandre, celle pleine aux as, à ce qu'on dit. Il connaît bien le village, et croit encore la maison habitée par la veuve. Et c'est pour ça qu'il a fracassé la vitrine de l'armurerie de Brionne pour y voler les fusils. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Madame Bigard est morte 3 mois avant la tuerie. Il ne l'apprend que le dimanche, en fin d'après-midi, quand il traîne dans les rues de Nassandre, où il croise Frouard, un jeune ouvrier de 15-16 ans, travaillant à la filature Guillemin. Ils se connaissent bien, puisqu'ils étaient voisins durant les quelques mois où Caillard y avait travaillé. Pendant la conversation, Caillard se renseigne sur le village, plaisante, demande si la filature tourne toujours aussi bien, si la vieille Bigard est toujours aussi riche, etc. Et c'est ainsi que Frouard lui apprend la mort de la vieille femme et qu'à présent, ce sont les Leblond qui habitent la maison. Peu importe, il est décidé. Il ne cherche même pas à nier quoi que ce soit. Il parle comme s'il racontait une virée entre copains à une foire aux bestiaux, ne se rendant pas compte de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Les premiers aveux faits, Caillard est transféré par chemin de fer de Lisieux à Bernay, où il sera incarcéré. Mais en descendant du train, vers 11 heures du soir, il faut l'intervention de nombreux gendarmes pour contenir les quelques 500 personnes venues lyncher Caillard. Le lendemain, mardi 26 mars, a lieu la reconstitution avant que le médecin légiste, le docteur Albou, procède à l'autopsie. À 10 heures du matin, à la prison de Bernay, Caillard est enfermé dans une voiture fermée de tous côtés, entouré de 4 gendarmes à cheval. Sur la route qui mène de Bernay à Nassandre, certains badauds, ayant appris l'horrible carnage, regardent passer le cortège, criant et insultant Caillard qu'ils ne peuvent pourtant voir dans la voiture fermée. L'arrivée à Nassandre est encore plus mouvementée. Il est aux environs de 12h40 lorsqu'une rumeur enfle dans la rue venant de Bernay. « Le voilà, il arrive !» La fièvre gagne la foule qui est nombreuse, très nombreuse. Au moins 2000 personnes sont là. Certains attendent depuis des heures. Et ils ont eu le temps de s'échauffer l'esprit. Les différents bistrots qui n'ont pas des amplis depuis l'aube se vident d'un coup. Et on parle. On raconte ce que l'on sait, ce que l'on a entendu, ce qu'on croit savoir par un tel et un tel. Car tout le monde a un avis, tout le monde connaît les Leblond, même ceux qui ne les ont jamais vus. L'émotion est forte, trop forte, et la foule agressive. Les insultes fusent et les cris « À mort! À mort !» Malgré toutes les précautions prises par les autorités, la foule bloque la rue et gêne considérablement le cortège qui peine à se frayer un passage. Les chevaux des gendarmes s'énervent et se cabrent, manquant piétiner les premiers rangs. Leurs cavaliers peinent à les maintenir, tout comme leurs collègues à pied, venus en renfort, peinent à contenir la foule. Les gens lancent sur la voiture des pierres, du crottin de cheval, tout ce qu'ils trouvent à portée de main, même si le suspect est toujours invisible, caché à l'intérieur du véhicule. Sur place, attendant le fourgon, Guéraud, procureur de la République, Beaujour, substitut, et Fontaille, juge d'instruction, attendent que la voiture arrive et puisse s'arrêter devant le portail de la maison. Les gendarmes forment un cercle dense autour du suspect, qui, sous les huées de la foule, descend les quelques marches, la tête basse, enfoncée dans les épaules, sans regarder autour de lui la masse grouillante qui veut sa mort. Entravé de menottes et tenue en chaîne, chapeau de feutre noir, col de chemise déboutonné, foulard autour du cou, veston noir, pantalon de velours et sabots donnés par la prison, car il s'est plaint le matin avant de sortir de sa cellule, avoir mal aux pieds avec ses chaussures. Il est accompagné de l'avocat qui lui a été commis d'office, Philippe de Lalonde. Ce dernier n'emmène pas large, face à l'hostilité de la foule, dont il craint à chaque instant qu'elle ne déborde le cordon sécuritaire. Puisque tout le monde est là désormais, ils entrent dans la maison directement dans la cuisine où ne restent que les mares de sang des victimes. Les corps ont été transportés à l'abri des regards dans la salle à manger à côté, où tout ce petit monde se dirige, essayant d'éviter tant que possible de tacher leurs chaussures bien cirées dans les flaques de sang coagulées. On y en trouve les volets, afin de laisser passer un peu de la blafarde grisaille du jour qui vient faiblement éclairer la scène macabre. Les Leblond sont tous là.
les 5 cadavres allongés côte à côte sur le sol froid de la salle à manger, les corps couverts de sang coagulé. Léon Leblond, 37 ans. Sa femme, 34. Léonce, 10 ans. Paul, 7. Et la petite dernière, Jeanne, 5 ans, qui se réjouissait d'enfin rejoindre ses frères à l'école communale, où il était prévu qu'elle fasse sa première rentrée le mois suivant. La grand-mère, Madame Étienne, 75 ans, a été laissée sur son lit inondé de sang, toujours dans la chambre du fond. Les regards se tournent vers Caillard. Lui regarde les corps sans laisser rien paraître, semble-t-il. Autant la veille, à la gendarmerie, il était volubile, autant là, il faut l'interroger, lui arracher les mots pour qu'il sorte de sa torpeur. Puis il commence enfin à parler, et il raconte. Il raconte d'une voix monotone qu'aux environs de 8h30, 9h du soir, il a escaladé la haie et s'est approché de la porte vitrée. À travers, il voit à 2 mètres un homme assis à table en train de lire son journal, posé devant lui, ainsi qu'une bouteille de rhum et un verre. L'homme semble tranquille, en chemise et pantalon, bretelles baissées, inconscient du drame qui se prépare. Caillard empoigne l'un des fusils chargés à ses côtés. Il vise soigneusement et tire à travers la vitre qui explose tandis que Leblond, touché à la tête, s'abat sur la table sans un cri. Caillard veut alors entrer dans la maison. Mais à peine a-t-il poussé la porte qu'affolée par le coup de feu, la femme de Leblond entre dans la cuisine et commence à hurler en se jetant sur son mari. Caillard la met en joue et lui tire une balle en pleine face, malgré le bras qu'elle met devant son visage pour se protéger. Puis toujours du seuil de la porte, il voit arriver les 2 aînés en chemise de nuit que la mère était en train de coucher. Caillard prend alors le 2e fusil et tue près du fourneau les garçons, qu'il abat comme des lapins, dit-il. L'un d'une balle sur le côté de la tête, l'autre sur la gauche de la poitrine. Il attend un peu, puis pénètre enfin dans la maison, s'empare de la bouteille de rhum et boit une longue gorgée. Pensant avoir tué tout le monde, il ne prend même pas la peine de recharger ses fusils. Aussi, quand il repose la bouteille et voit la petite Jeanne, 5 ans, sur le seuil de la cuisine, elle aussi en chemise de nuit, il est pris au dépourvu. La petite fille regarde autour d'elle et semble pétrifiée en voyant les corps de sa famille baignant dans des mares de sang. C'est à peine si elle réagit lorsque Caillard l'attrape et la frappe à 2 reprises au cœur avant de l'égorger sans pitié, comme un poulet, avec un couteau qu'il ramasse sur le buffet. Puis il entend alors des appels, venant d'une pièce tout au fond de la maison. En chemin, il recharge tranquillement un des fusils et trouve la vieille femme impotente couchée dans son lit. Caillard épaule et tire. Il fait alors le tour de la maison, afin d'être sûr qu'il n'y ait plus personne. Cette fois-ci, c'est bon. Il a les mains libres, et le reste de la nuit pour fouiller la maison de fond en comble, sans plus être dérangé. Durant son procès, il niera avoir mangé malgré les reliefs de repas sur la table et les miettes de pain. Il dira juste avoir bu du rhum et dormi au milieu des cadavres, après avoir retourné toute la maison et fracturé les meubles à coups de bêche. Le butin n'a que peu de valeur, 25 à 30 francs. Alors il ramasse tout ce qu'il peut, arrache la montre du gousset de Leblond dont il casse la chaîne. À 4 heures du matin, vêtu des vêtements de Leblond, les siens étant tachés de sang, il quitte la maison lourdement chargé, oubliant sur place un billet de 100 francs, glissé dans une pile de draps jetés à terre. Arrivé chez lui, il trouve Louise en compagnie de sa sœur Marie-Louise. Les 2 femmes sont surprises de le voir ainsi habillé, et surtout par le contenu des bagages. Avant même d'expliquer quoi que ce soit, Mariette et ses collègues sont là. Comment en est-il arrivé là? Pourquoi Caillard a-t-il de sang-froid pu tirer sur les Leblond sans pitié, sans se poser de questions, et tranquillement repartir, prendre le train et rentrer chez lui? Lui-même n'en sait rien. Tout ce qu'il dit aux autorités, c'est pour voler que j'ai tué. Je n'avais pas de travail et j'avais faim. Son procès débute le vendredi 8 juillet 1898 au palais de justice d'Évreux.
L'audience, prévue sur 2 jours, devait s'ouvrir à 11 heures, mais à cause de l'affluence record et du désordre qui en découle, elle débute avec une demi-heure de retard. Elle est présidée par le conseiller Lequen de la cour de Rouen. Ses assesseurs sont messieurs Rouault, président du tribunal, et Tubeuf, juge. Le procureur général s'appelle Rack, et l'avocat de la défense, Colrat. Des milliers de curieux sont venus et restent dehors, tant la salle est pleine à craquer. L'accès aux galeries supérieures a été réservé aux dames. Il n'y a plus une place de libre, plus le moindre strapontin vacant. C'est donc debout que beaucoup vont suivre les débats, tout du moins ceux qui sont parvenus à accéder à la salle. Quand Caillard entre, un long murmure parcourt l'auditoire. Tête baissée, il jette des coups d'œil à droite et à gauche à intervalles réguliers. Il porte un veston bleu foncé, un pantalon de velours d'une propreté douteuse et un gilet usé plus gris que noir, une chemise sans col et un foulard à carreaux. Quand le procès commence, le président Lequen fait l'inventaire des antécédents judiciaires de Caillard. Première condamnation à 18 ans pour vol, puis 5 autres, à Rambouillet et à Évreux, pour des délits similaires, et moins de 3 semaines après avoir été libéré de la prison Bonne Nouvelle de Rouen, l'assassinat de la famille Leblanc. Un père maçon, alcoolique, certes, mais honnête travailleur. Un frère et 2 sœurs à qui le président n'a aucun reproche à faire, si ce n'est peut-être le frère qui, après un vol, lorsqu'il avait 10 ans, avait été envoyé en maison de correction et qui, depuis sa sortie, n'a plus jamais fait parler de lui. Par contre, Alphonse Caillard, lui, les accumule. Certes, il travaille parfois comme rattacheur dans les filatures, dont celle de Nonancourt. Mais dès qu'il sort de l'usine, c'est un véritable festival. Il est vide un tonneau de cidre de son patron en tournant le robinet, jette des cailloux sur un train qui passe, cassant des vitres. Il va même jusqu'à poser une traverse au milieu des voies pour voir ce que ça fait un train qui déraille. Il vole du charbon, chaparde des fruits dans les champs voisins. Partout où il passe, partout où il travaille, il ne laisse pas que de bons souvenirs, loin de là. Et souvent, il est renvoyé, que ce soit à Nonancourt, Cerquigny, Brionne, la rivière Thibauville ou Nassandre, où il a travaillé quelques mois en 1896. Le seul point positif que note le président est qu'il ne braconne pas plus qu'il ne boit. Puis le président lui demande de raconter la journée du dimanche 27 mars. La journée, il l'a passée dans les bois, attendant la fin d'après-midi pour passer à l'action. Il a été vu par plusieurs personnes à rôder dans la campagne de Nassandre, mais cachait bien ses fusils démontés. Cependant, Caillard nie toute préméditation, malgré les témoignages, dont celui du jeune Frouard, avec qui il a discuté en fin d'après-midi ce dimanche-là, celui de Barthes, qu'il l'a aperçu près d'un café isolé, à quelques minutes de la maison des Leblanc, ou encore celui d'un dénommé Dieu, qui a vu Caillard aller vers celle-ci aux environs de 8h, 8h30. Tout l'accuse. La défense peine à faire son travail. Tous les témoignages sont contre lui, aucun en sa faveur. Les réquisitoires ont lieu le samedi 9 juillet. Celui du procureur général Rack est implacable. Il rappelle le passé de Caillard, ses condamnations, le fait qu'il ait dit à plusieurs reprises et à divers témoins qu'il pourrait tuer des gens possédant un magot s'il le fallait. Et puis il insiste lourdement sur la mort de la petite Jeanne, sombrant dans le mélodrame, en décrivant la petite fille égorgée se traînant jusqu'à sa mère dans un dernier sursaut. L'heure du châtiment est arrivée, conclut-il. Il n'y échappera pas. Quant à l'avocat de la défense, sa tâche n'est pas aisée. Il parle d'une enfance difficile, d'un enfant livré à lui-même, d'une mère morte alors qu'il n'a que 17 ans, d'un père alcoolique qui ne s'est jamais occupé de lui. Il tente de prouver qu'au-delà de l'atrocité du crime, celui-ci est d'une telle bêtise que Caillard ne peut être tenu responsable de ses actes et qu'il est aliéné au plus haut degré. À la fin des plaidoiries, il est à peu près 2h de l'après-midi. Avant de se retirer avec les jurés, le président demande à Caillard s'il a quelque chose à ajouter. Celui-ci, enfin, craque et dit en pleurant regretter ses actes, mais nie encore fermement être l'auteur des meurtres des époux Nicolas à Ouville-la-Bien-Tournée. Les délibérations des jurés ne durent qu'1 heure. À 15h, il répond oui à tous les chefs d'accusation, sans aucune circonstance atténuante. Le verdict est sans appel, la peine de mort sur une des places publiques d'Évreux.
Le pouvoir en cassation est rejeté, et Félix Faure, le président de la République, celui qui mourra quelques mois plus tard dans les bras de sa maîtresse, dont je vous raconterai l'histoire un jour, refuse sa grâce. Le jeudi 18 août 1898, veille de la date prévue pour l'exécution, l'orage gronde au loin dans l'été normand, et l'air est étouffant. La foire ayant déjà amené bon nombre de curieux à Évreux, l'attraction promise le lendemain matin va à coup sûr attirer une foule encore plus considérable. En début de soirée vers 8 heures, l'orage qui roulait depuis des heures éclate enfin, et des trombes d'eau s'abattent sur la ville et durent sans interruption jusqu'à 5 heures du matin. Le tonnerre gronde avec fracas, et les éclairs illuminent les rues comme en plein jour. Mais cela n'empêche pas la foule de s'amasser près du lieu où les aides-bourreaux vont monter leur machine de mort. Certains traversent la rivière, lit-on, dont un des bras borde l'avenue. D'autres grimpent aux arbres pour avoir une meilleure vue. C'est inconfortable et il faudra rester des heures sous la pluie, mais peu importe. À 2h40, ce vendredi 19 août 1898, Louis Desblair, l'exécuteur des hautes œuvres, et ses 3 aides, dont son fils Anatole, arrivent à Évreux avec les bois de justice. Mais contrairement à l'habitude, ce n'est pas auprès du Bel et Bas qu'il monte la guillotine, à cause de la foire qui y bat son plein. C'est sur la route de Caen, longée par Litton. Il pleut toujours à verse. Louis Desblair reste bien à l'abri dans le fourgon et sommeille, tandis que sous la pluie, les aides-bourreaux commencent immédiatement le montage de la machine de mort. La pluie n'aidant pas, ils prennent un peu de retard, mais qu'importe. C'est du temps gagné pour le futur supplicié. Une fois l'infernal mécanisme monté, Louis Desblair vérifie que tout est bien en place et de son bon fonctionnement. Puis il prend le chemin de la prison suivi des aides-bourreaux. Leur fourgon est escorté par un peloton de gendarmes à cheval et un détachement de dragons. L'orage redouble alors d'intensité, et la foudre frappe une jonction téléphonique sur la toiture d'un café, juste en face de la prison, sur les hauteurs de la ville. Pendant ce temps, Valade, substitut du procureur de la République, qui est en vacances, pénètre dans la prison, accompagné du greffier Ardouin et de Lecornec, juge d'instruction. Les abbés Oursel et Gaudret sont déjà là, priant dans la petite chapelle de la prison. Il est 4h45. Le gardien ouvre la porte de la cellule de Caillard, qui ne dort plus depuis 1 heure, réveillé par l'orage. Voyant autant de monde à la porte, il comprend que l'heure est venue. Il a l'air surpris. Visiblement, il ne s'y attendait pas. La veille au soir, il avait joué aux cartes avec ses gardiens jusqu'à 11 heures du soir. Quand le substitut lui annonce que la grâce a été refusée et qu'il lui faut du courage, Caillard répond qu'il en aura. Et au magistrat qui lui demande une nouvelle fois d'avouer être l'auteur des meurtres des époux Nicolas à Auville-la-Bien-Tournée, il confirme que c'est bien lui qui a fait le coup. Les gardiens lui ôtent ses chaînes. Il s'habille tout seul et se coiffe de ce même petit chapeau melon qu'il avait le soir du crime. 3 gardiens l'accompagnent jusqu'à la chapelle où il suit la messe dite par les 2 abbés. Il s'agenouille même pour communier. La cérémonie terminée, Alphonse Caillard est amené au greffe à 5 heures où l'attendent Desblair et ses aides qui lui font sa toilette. « Quel réveil !» s'exclame Caillard. Il mange un biscuit et boit un verre de rhum avant que Louis Desblair lui attache les mains dans le dos. Il est conduit au fourgon dans lequel prennent aussi place les 2 abbés. Le moment est arrivé. 2 escadrons de dragons sont devant la prison pour escorter la voiture jusqu'à la place où se dresse la guillotine. Aux abords de la route de Caen, 3 compagnies assurent un cordon qui conspue le fourgon à son passage et crie « À mort, à mort !» Quand il en descend, Caillard regarde le sol. Les 2 prêtres l'encadrent. La foule continue à crier vengeance. Pour se donner de la contenance, Caillard avance d'un pas ferme. Il est d'une pâleur à faire peur. Il n'ose regarder l'engin de mort qui le domine, là, juste devant lui. Il embrasse l'abbé Oursel et le crucifix qu'il lui présente. Puis les aides-bourreaux le poussent sur la bascule. La tête de Caillard tombe dans une sorte de seau en zinc. Pendant quelques secondes, son corps s'agite de soubresauts, puis bascule du plan incliné dans le panier, tandis que 2 flots de sang jaillissent. Il est 5h20.